Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui je reçois à nouveau Vanessa de En Tandem pour l'épisode 2 de son podcast et sur l'art d'écrire une cérémonie qu'on n'oublie pas. Rebonjour. Rebonjour Magali. Enfin, bonjour, puisque les autres, ils n'auront peut-être pas vu le premier. Aujourd'hui, donc la première question, c'est quoi la différence entre une cérémonie qui touche et une cérémonie qui fait bâiller? Waouh. La différence entre une cérémonie qui touche et une cérémonie qui fait bâiller. Je pense que c'est le rythme, déjà. Effectivement, quand on prend des proches, ils peuvent très très bien le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais effectivement, en tant qu'officiante professionnelle, on va maîtriser le rythme de la cérémonie, notamment avec les différents temps forts qu'il peut y avoir entre le cortège, l'échange des alliances, des vœux, est-ce qu'il y a un rituel, deux rituels, etc. La maîtrise aussi des musiques, on maîtrise tous les éléments. Et le rythme aussi des discours. Typiquement, quand on met trop de discours de proches dans une cérémonie, on peut perdre le rythme. Parce que même s'ils le font avec le cœur, même s'ils le font avec amour, je dis toujours que s'ils parlent comme ça pendant 3 minutes, ça peut être très long. Et j'entends qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc, c'est vrai que en fonction des personnes qui vont prendre la parole, ça peut plus ou moins ralentir le rythme de la cérémonie. Mais quand on prend un professionnel, le but, c'est hop, tac, on relance. Une fois qu'il y a eu plein d'émotions de la part d'un intervenant, bah, effectivement, d'avoir un ton un peu plus léger, de récupérer tout le monde, de faire respirer tout le monde, et on y va. Je pense que c'est ça la force la différence entre ces deux types de cérémonies, c'est celle qui va pas faire bâiller, c'est celle qui aura du rythme. Et à la fin, on se dira, mais j'ai pas vu le temps passer, en fait, ça fait 1 heure déjà. On a envie encore plus. C'est quoi la diff entre une cérémonie qui est faite par une pro, et par un officiant proche des mariés, pour toi? La différence entre une cérémonie officiée par un pro ou par un proche, je pense que c'est la façon dont on va raconter l'histoire. Les mariés, quand ils font appel à un professionnel, ils prennent le temps de partager leur histoire, mais comme eux l'ont vécu et comme eux l'ont ressenti. Très souvent, les proches, ils vont raconter l'histoire à travers le prisme qu'ils ont des mariés. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Parfois, c'est plus facile pour les mariés de se confier à quelqu'un d'extérieur parce qu'il n'y a pas ce jugement, il n'y a pas les antécédents qu'ils peuvent avoir avec les proches. Et nous, notre travail, c'est ça, c'est d'être ce point de vue extérieur tout en racontant leur histoire comme eux l'ont vraiment vécu et ressenti avec leurs mots aussi très souvent. Moi, je me réapproprie leurs mots, leur tournure de phrases parfois parce qu'ils choisissent des mots qui sont très importants pour eux et je me dois ensuite de les retranscrire de cette même façon. Là où les proches, ils vont avoir tendance effectivement de raconter par rapport à ce qu'ils ont vécu et ressenti. Ils ne donnent pas des questionnaires à leurs mariés, ou en tout cas très rarement. Et puis effectivement, ils vont pas forcément maîtriser les discours des autres personnes qui vont faire intervenir. Parfois, ils sont souvent passeurs de discours, là où nous, on va raconter l'histoire. Et moi, je m'attarde aussi à pouvoir relire les discours des proches pour éviter toute problématique le jour J. Raconte-moi, raconte-en-moi une ou deux. Celle que je raconte régulièrement, c'est effectivement, j'ai la sœur d'une de mes mariées qui a fait son discours dans les temps, pas de problème. Et il faut savoir que ma mariée avait très mauvais caractère. Enfin, c'est une ancienne mariée. Mais c'était de notoriété connue de tous qu'elle avait très mauvais caractère. Elle l'assumait? Oui, elle savait. Pas de problème, c'est une grande gueule. Et c'est OK, et c'est comme ça. Donc, pas de problème. Sauf que sa sœur, dans son discours, elle l'a écrit 5 fois de 5 façons différentes. Donc, quand je l'ai reçue, je me suis dit, 5 fois, ça fait beaucoup. Une fois, ça fait sourire. 5 fois, elle a mauvais caractère, ça serait vu sur son visage, ça ne serait pas passé. Et donc, effectivement... On l'aurait vu, du coup. On l'aurait vu, on l'aurait entendu. Et donc là, je prends mon téléphone. Coucou, super le discours, merci beaucoup. Mais effectivement, peut-être 5 fois, c'est trop. Est-ce que c'est OK pour toi? Donc, j'explique pourquoi les arguments. Effectivement, Vanessa, oui, t'as raison. Il faudrait pas que ça la mette mal à l'aise ou que ça l'agace le jour J. OK, elle a refait son discours, parfait. Une fois, ça a fait sourire tout le monde le jour J. Elle en a ri elle-même et tout allait bien. Et là, la dernière en date... des témoins qui souhaitent faire un discours pendant la cérémonie. OK, génial. Vanessa, on souhaite faire une chanson. Incroyable, allez-y, foncez. Donnez-moi juste... effectivement, j'aurais juste besoin de l'instru et que je puisse voir les paroles pour l'intégrer à la cérémonie. Mais OK, super idée. Et puis, j'ai reçu les paroles. Et puis, ça l'a pas fait parce que super idée, en fait. Mais ça marchait pas sur la cérémonie. Sur un vin d'honneur, pendant la soirée, OK. Mais en fait, on était sur de la chanson plutôt paillarde. Et là, sur une cérémonie, on est décalé, quoi. Moi, je raconte leur histoire de vie, de famille, d'amour, les enfants. Et on peut pas avoir... Je peux même pas te dire les mots là. Enfin, tu vois...
ça marche pas. Je n'oserais même pas les dire, tu vois. Mais ça marchait pas. Donc, elles ont réécrit et elles ont fait un discours avec beaucoup d'humour, mais cette fois, voilà, de l'humour qui fonctionne en cérémonie. Et elles ont dit à quel point elles aimaient les mariés et ça a fonctionné. C'est quoi le plus dur dans le métier d'officiante pour toi? Pour moi, le plus dur dans le métier d'officiante, justement, c'est de gérer les proches. Voilà. Faut les dire. Clairement, Faut les dire. Parce qu'avec nos mariés, on se choisit, finalement. Ils savent qu'ils nous choisissent, nous, pour qui on est, ce qu'on va leur apporter, l'aventure qu'on leur propose. Et nous, on les choisit parce qu'on sent qu'il y a un match qui se fait, le feeling est là et on a envie de les raconter. Et donc, toute la préparation, elle se passe quasiment qu'avec les mariés, mais à un moment donné, il y a des proches qui vont parler, et ça, c'est OK, et on en a besoin. Et ça fait aussi le rythme de la cérémonie, et ça apporte cette touche d'émotion, et encore plus une cérémonie personnalisée. Mais ils sont compliqués à gérer. Pas tous, heureusement. Merci. J'en ai qui respectent les deadlines, qui envoient dans le bon timing, parce que je demande 2-3 minutes, parce qu'au-delà, c'est trop long. Il y en a qui respectent tout de suite et ça fonctionne. Et puis, il y a ceux qui, quand ils reçoivent le mail, me disent « Non, 2 minutes, c'est trop court. Moi, il me faudrait au moins 5-10 minutes. » Non, en fait, non. S'il vous plaît, non. Et puis, j'ai eu un papa qui m'a envoyé 4 pages pour écrire un discours pour son fils. Et son fils ayant 45-50 ans, qui a commencé à tes 2 ans, à tes 7 ans, à tes 10 ans. Mais allô ? C'est incroyable, mais ça marche pas sur la cérémonie. Et effectivement, donc il y a ceux qui veulent pas trop rentrer dans les règles entre guillemets des discours, et puis ceux qui veulent en faire qu'à leur tête et qui nous envoient un premier jet. Et je leur dis que je vais imprimer et que c'est cette version-là. Et le jour J, qui improvise et ça dure longtemps. J'ai un papa qui a fait un discours de 25 minutes comme ça, impossible de l'arrêter. Sur une cérémonie au mois de novembre où il fait nuit très tôt, où on peut pas trop faire de photos après. Voilà, donc des exemples, j'en ai plein, mais effectivement, c'est eux les plus compliqués à gérer parce qu'ils ont envie de faire plaisir et parfois ils disent oui, mais moi je suis le papa ou la maman, c'est moi le témoin, j'ai envie de faire. Et en fait, ils comprennent pas que les mariés nous ont aussi choisis pour ça, pour pouvoir gérer et faire en sorte que la cérémonie fonctionne et qu'elle soit dans le temps imparti et que ce soit fluide. Et voilà. Ouais, je suis convaincue. Justement, raconte-moi ton parcours client. Comment ça se passe une fois que les clients les futurs mariés te contactent jusqu'à après la cérémonie? C'est quoi les étapes? Alors, mon parcours client, lorsque les mariés me contactent, moi, je leur propose qu'on se fasse tout de suite une visio. La visio, ça nous permet d'échanger. Moi, ça me permet de comprendre un petit peu qui ils sont, comment ils se sont rencontrés, leur histoire et ce qu'ils attendent de leur mariage et plus particulièrement de la cérémonie. Moi aussi, ça me permet de me présenter. Comme ça, ils voient tout de suite qui je suis, ce que je cherche à créer pendant cette organisation, cette préparation de cérémonie. Et je leur dis effectivement les mots que j'ai dit précédemment, confiance, respect, sincérité, pour moi, c'est très important et je leur dis d'office. Une fois qu'on fait cette première visio, je leur dis qu'ils peuvent aller voir des consoeurs ou des confrères. Soit ça confirme le fait qu'ils ont envie de travailler avec moi, soit ça leur permet de découvrir d'autres profils qui leur correspondraient plus. Et moi aussi, je me pose la question de savoir est-ce que moi aussi j'ai envie de travailler avec eux, parce que c'est important que ce soit un match réciproque. Et une fois qu'on dit qu'on a envie de travailler ensemble, j'établis un devis qu'ils signent, et puis ensuite l'aventure commence. Il y a un premier... Même moi, j'ai un seul questionnaire d'ailleurs, un grand questionnaire que je leur envoie et je leur demande en fait d'y répondre seuls et séparément. C'est-à-dire que je leur dis, attention les gars, je sais quand on triche et quand on dit « Ouais, Vanessa, elle a écrit cette question-là ». Donc je leur demande de bien y répondre séparément. Et quand c'est fait, de s'organiser une petite soirée en amoureux, soit à la maison, un apéro, soit même certains, je sais, qui sont partis au resto, et d'échanger sur leurs réponses. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe parce qu'ils reviennent sur des moments de leur histoire sur lesquels ils sont potentiellement jamais revenus. Parfois, il y en a un qui se rappelle comment l'autre était habillé, ou le parfum qu'il avait à ce moment-là, ou des mots qui ont été prononcés. Et en fait, ça leur permet de se replonger au cœur même de leur histoire, là où ils sont plongés dans toute cette effervescence du mariage. Moi, je leur permets d'avoir cette petite soupape et de se dire « Ok, là, on va se marier, et voilà pourquoi on va se marier, et de se rappeler pourquoi c'est le cas. » Et ensuite, ils m'envoient leur questionnaire. Je les digère, je les annote et je les retrouve. Ouais, attends, il y a trop d'informations. Faut digérer tout ça. C'est pour ça que t'as un long questionnaire. C'est pour ça. Et après, on digère. C'est ça, okay. On digère toutes les infos. C'est pour ça que moi, j'avais 10 questionnaires. Comme ça, je digérais rien du tout. Ouais, moi, je digère. Si, tu digères parce que t'en as dit ça. Moi, j'en ai un. Tu vois, et je digère une fois.
Et puis ensuite, je les retrouve et moi, j'ai 3 grands rendez-vous, voire 4 en fonction, mais et qui se décomposent de la même façon. La première partie, je les fais parler au maximum et je prends un tas de notes. Mon but étant, encore une fois, c'est qu'ils puissent se raconter, se dire des choses aussi, parce que parfois, c'est aussi le moment de prendre le temps, encore une fois, de partager ensemble. Ensuite, on découvre la cérémonie, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans, mais surtout qui ils sont pour pouvoir mettre les bons éléments dans cette cérémonie. Et je termine toujours par un petit jeu qui déstabilise, mais moi qui me permet en fait d'apprendre à les connaître d'une autre façon et parfois de les prendre à revers. Parfois, il y a des petites anecdotes qui sortent qui n'étaient pas sorties dans le questionnaire. Voilà, donc c'est très souvent, à chaque fois, mes rendez-vous, ils sont décomposés comme ça. Et à chaque fois, c'est des jeux différents. Et puis, il y a un petit challenge aussi à réaliser. Je leur fais réaliser un petit challenge qu'ils doivent choisir, mais à l'aveugle, donc ils ne savent pas du tout. Et ensuite, ils ont 1 mois pour le réaliser. Parfois, c'est simple. Parfois, c'est plus compliqué. Mais ça fait aussi la magie de la préparation. Tu m'avais pas dit ça. Ah, je t'ai gardé des surprises. Bah oui. Tu dis que tu écoutes les réussites de tes mariés et leurs échecs. Pourquoi c'est important de parler des galères aussi pour toi ? Pour moi, il est important de parler des réussites, mais aussi des galères, justement pour comprendre ce qui fait qui ils sont aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que les réussites. Je pense que c'est les galères aussi qui nous marquent le plus et qui nous permettent de rebondir. Et encore une fois, il y a plein de leurs galères et de leurs échecs que je ne vais pas raconter, mais ce qui me permet, moi, de trouver les mots les plus justes pour pouvoir raconter leur histoire et qui ils sont. Par exemple, dans les échecs, parfois, certains, ça va être un échec qui est très dur, c'est celui de la maternité. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, c'est en cours, mais c'est très compliqué. Certains mariés préfèrent que ce ne soit pas abordé. Mais effectivement, du coup, dans mon discours, et si jamais des proches venaient à parler d'enfants, je saurais aussi leur dire, effectivement, c'est pas approprié sur la cérémonie. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de le savoir. Et puis, ouais, de pouvoir les accompagner au mieux dans cette cérémonie en leur disant c'est OK en fait tous ces échecs et moi je vais m'en servir surtout par rapport à comment vous avez rebondi. Parfois il y a des mariés qui dans leur relation se sont séparés. On n'en parle pas forcément, enfin je vais pas dire ils se sont séparés de telle date à telle date, absolument pas, mais en revanche je vais parler de montagnes russes dans une histoire d'amour. Il y a eu des montagnes russes, effectivement il y a des hauts et des bas, mais ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont encore plus forts et qu'ils s'aiment encore plus fort. Je vais pas expliquer qu'ils se sont séparés, certains le savent. Et c'est OK. Et ceux qui ne le savent pas, ils se diront, effectivement, dans une histoire, même si elle est la plus belle possible, il y a forcément des hauts et des bas. Et je le glisse comme ça, juste avec délicatesse et parcimonie, pour que ce soit entendu, que parfois on a l'impression qu'il y a des couples tout roule parce qu'ils ne sont pas forcément très démonstratifs et ils ne racontent pas leur histoire à tout le monde. Mais c'est important et je sais qu'il y en a plein qui aiment que dans la cérémonie, leurs invités se rendent compte que tout n'est pas tout rose ni tout beau, mais aujourd'hui ils s'aiment très très fort et parce qu'ils ont traversé aussi tout ça. Ouais, tu parlais des proches qui parlent de bébés quand les mariés essayent d'avoir un enfant. J'ai déjà eu le cas, ouais. Heureusement, tu vois, justement, on récupère ça. Les textes en amont, ouais. Ouais, voilà. Parce que sinon, tu peux avoir des impairs comme ça, quoi. Parce que c'était des mariés qui c'était un remariage. Donc, ils avaient déjà des enfants chacun de leur côté. Ouais. Et ils essayaient d'en avoir un ensemble. Et il y a un des témoins qui avait parlé de ça et il m'avait dit on ne peut pas parler de ça parce qu'on n'arrête pas de faire elle n'arrête pas de faire des fausses couches et donc non quoi. Et là il y en avait un qui avait parlé de ça donc si ça avait été un officiant proche il n'aurait sûrement pas eu le réflexe de demander ça quoi. Ça, effectivement, parfois on pense qu'on censure, mais c'est absolument pas de la censure. Quand on relit les textes des proches, c'est vraiment parce que les mariés nous font confiance. Et cette confiance, ça va jusque-là, en fait, de pouvoir dire à leurs proches, écoute, cette partie-là, ça va pas fonctionner sur la cérémonie. Et si les proches nous respectent et respectent notre travail, ça fonctionne. Et parfois, c'est pas toujours le cas. Est-ce que ton expérience de wedding planner t'aide en tant qu'officiante ? Mon expérience de wedding planner, effectivement, elle m'aide dans la partie officiante de cérémonie, puisque j'ai cette vision à 360 degrés pour la cérémonie. Donc, je maîtrise, en tout cas, j'essaie de maîtriser ce qui se passe avant et ce qui se passe après pour conseiller au mieux mes mariés. Effectivement, je vais leur dire que la cérémonie, en fonction de ce qu'ils ont prévu, l'idéal, c'est plutôt à telle heure.
s'ils ont prévu le mariage civil, par exemple, avant, un accueil soft, etc. Je vais leur donner, en fait, les timings un peu nécessaires en amont pour qu'ils puissent en parler potentiellement avec leur wedding planner, ou même s'il n'y en a pas de wedding planner, qu'ils puissent, eux, gérer cette partie-là pour que ce soit fluide pour eux. Et effectivement, j'ai tendance aussi à leur donner des conseils pour après. Mais en fait, de maîtriser ce qui se passe sur une journée complète de mariage, ça me permet de leur donner un maximum de conseils pour les soulager et pour leur dire, OK, la cérémonie, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et voilà ce que je peux vous dire pour que vous aussi, ça se passe bien avant et après. OK. Comment tu te prépares pour le jour J? Est-ce que tu as des rituels? Comment je me prépare pour un jour J de mariage? Alors, déjà, je me lève tôt parce que très souvent, je relis ma cérémonie et je la peaufine le jour J. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas bien. Normalement, il faut l'avoir terminée bien en amont. Je suis de la team lastminute.com, c'est-à-dire que je suis très forte, voire meilleure sous pression. Mais ça, c'est comme ça et on peut rien y faire. Et donc, effectivement, très souvent, le samedi matin, parce que souvent, les cérémonies, c'est le samedi, je me lève tôt, je relis la cérémonie et je la peaufine. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est peaufinée, je l'imprime et c'est bon, on y va. Je me prépare. J'essaie d'être dans le thème du mariage par rapport à mes vêtements, souvent. Après, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, le plus possible. Et moi, j'arrive 2 heures avant le début de la cérémonie. 2 heures parce que je me dis que si jamais il y a eu un souci sur la route, j'ai vraiment ce laps de temps pour arriver. Et donc, normalement, il n'y a pas de souci, je dois arriver dans les temps. Ça me permet de prendre connaissance du lieu, de voir comment a été installée la cérémonie. Je donne beaucoup de conseils, mais parfois, c'est pas forcément tout bien compris et c'est OK. Donc, moi, j'aime bien que les mariés soient de 3/4 et pas complètement face aux invités, qu'ils soient plutôt excentrés par rapport à l'arche, que moi, j'emmène toujours mon pupitre, Pépito, qui m'accompagne partout. Il est toujours aussi... Pépito. Pépito. Pareil, il est toujours de 3/4, donc j'essaye de pouvoir tout réagencer si nécessaire et puis de répéter sur place. Pour moi, ça aussi, c'est important. Si jamais il faisait extrêmement chaud, je me change aussi sur place, mais c'est surtout de pouvoir répéter, de faire le point avec le DJ, parce qu'en amont, j'échange avec lui, mais le jour J, j'aime bien qu'on se briefe tous les deux, qu'on refasse un dernier tour des musiques, qu'ils soient installés au bon endroit, et si son enceinte est derrière les mariés ou derrière moi, faire en sorte qu'elle n'y soit plus, pour que les mariés aient les plus jolies photos possibles. Voilà, c'est les derniers petits ajustements. Et puis ensuite, je suis prête et j'attends les mariés. Est-ce que tu fais des techniques de respiration, des choses comme ça? Non, alors si, j'ai pas de technique en particulier, mais je sais que si je dois faire des tests micro ou répéter, mais qu'il y a déjà des invités qui sont à proximité, je vais réciter le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine. Trop marrant. Ouais, toujours. Et comme ça me permet de tester le micro et de pouvoir travailler ma diction sans dévoiler le début de la cérémonie à ceux qui pourraient l'entendre. Trop bien. Pourquoi cette... C'est parce que je la connais depuis que je suis toute petite et je la connais par cœur, mais je ne sais pas pourquoi. Mais elle est ancrée et je peux la réciter et je mets le ton, etc. J'adore. Est-ce que tu conseilles pour tes clients des plans B en cas de pluie ou forte chaleur? Je conseille toujours à mes mariés, en cas de pluie ou en cas de forte chaleur, des plans B. Parce que très souvent, on pense en cas de pluie. Mais effectivement, pour nous, officiantes de cérémonie, on sait qu'en cas de forte chaleur, une cérémonie en plein cagnard, ça fonctionne pas. Et déjà, même sur le plan A, je demande à ce que la cérémonie, elle soit à minimum arborée. Parce que 1 heure, en gros, la cérémonie, elle dure entre 45 minutes et 1 heure. 1 heure, lorsqu'il est 16 heures à peu près et que le soleil est bien haut, ça peut être très compliqué. Et c'est très compliqué pour les invités, pour les mariés aussi. Donc, en fait, ils mettent leurs lunettes, ils sont pas bien, ils se ventilent, mais ça va pas. Donc, effectivement, dès le plan A, je leur demande au possible que ce soit arboré. Et je leur dis, quoi qu'il arrive, il faut un plan B. En cas de très forte chaleur, un préau, une salle du domaine. Et si jamais c'était pas le cas, effectivement, de pouvoir louer quelque chose. J'ai mon petit plan canicule, entre guillemets, que je demande que je propose aux mariés dans la dernière ligne droite. C'est effectivement les petites bouteilles d'eau pendant la cérémonie, des brumisateurs, des éventails aussi et des chapeaux si nécessaire pour que tout soit... qu'il y ait un maximum d'éléments pour les invités pour qu'ils puissent passer une bonne cérémonie. Tu parlais de Pépito, le pupitre, juste avant. Pépito. Pourquoi c'est important pour toi de ramener ton pupitre? C'est important pour moi de ramener mon pupitre parce que c'est un prolongement de moi-même dans la cérémonie. C'est-à-dire que quand il est là, c'est mon meilleur ami. Je me dis que lui et moi, on va faire la cérémonie et tout va bien se passer. Alors, je n'oblige pas puisqu'il est en bois, donc
il fonctionne à 98%, mais si jamais il ne fonctionnait pas, j'accepte bien évidemment d'avoir un autre pupitre. Mais c'est vrai que quand il a été fait sur mesure pour moi, il est gravé au nom d'Entendem et j'ai l'impression que voilà, avec lui, tout va bien se passer. Ça, c'est ma phrase. C'est tout va bien se passer. Et quand il est là, c'est vraiment, c'est mon meilleur ami, celui qui m'accompagne partout, qui répète avec moi, qui découvre tous les lieux avec moi, qui fait de la route avec moi. C'est mon meilleur pote de cérémonie, quoi. Le mot que tu écris le plus souvent dans tes cérémonies? Le mot que j'écris le plus souvent dans mes cérémonies, si Clémentine passe par là, c'est pas évidence que je mets, parce que Clémentine Faucheron, feel good movie, c'est pas évidence, elle a marre d'entendre ce mot-là des officiantes, mais le mot, Je dis pas moi. c'est vrai, moi je l'ai à une cérémonie avec elle, je l'ai dit une fois. Peut-être je l'ai dit une fois aussi sur toutes les cérémonies que j'ai faites. Et donc, du coup, elle t'a dit, mais toi aussi, tu dis ça. Mais c'est ça. Mais en plus, avant, elle me dit, ouais, il faut pas que tu le dises et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, bah non, en fait, il est même pas dans ma cérémonie. Il y était une fois. Et elle m'a dit, tu l'as fait. Je dis, ah. Bon. A priori, les officiantes de cérémonie ont tendance à dire tout le temps que les histoires d'amour des mariés, c'est une évidence. Voilà. Ok. Voilà, petite anecdote. Mais le mot que je dis, je pense que c'est histoire. Votre histoire, notre histoire, leur histoire. Je pense que ce mot-là, il revient. J'essaye d'alterner avec votre romance ou des petits mots alternatifs, mais je sais que histoire, il revient souvent. J'essaye, je travaille. Ok. Si tu devais former une future officiante, tu commencerais par quoi? Si je devais former une future officiante, je commencerais... Elle est dure, cette question, dis donc. J'en ai plein des durs, je t'ai dit. Ah ouais? Mais je commence. Non, mais parce que je sais que c'est une de tes envies de former. Donc, il fallait que je pose une question. Ah, mais elle est dure. Je commencerai par quoi, t'as dit? Je commence. C'est pour le premier, tu vois, c'est pour le premier pas pour que tu formes des futures officiantes. Si je devais former une officiante de cérémonie, je commencerai déjà par aller boire un chocolat chaud avec elle. Hey Pas mal. Pour apprendre à la connaître, pour comprendre qui elle est, qu'est-ce qui fait ses forces et du coup potentiellement ses faiblesses ou là où elle devrait travailler. Je pense que c'est déjà la première étape, d'apprendre à se connaître parce que c'est important de se connaître pour pouvoir accompagner au mieux les mariés. Elle est bien cette réponse. J'ai trouvé.